Ils sont nés dans les années 80 et 90 et ont grandi avec des ordinateurs, des jeux vidéo, l'Internet et des smartphones. Ils dépensent déjà chaque année près de 100 milliards de dollars et vont, au cours de leur vie, dépenser l'équivalent de 10 000 milliards de dollars. C'est une génération qui a grandi en zappant, en cliquant et qui n'est pas forcément sensible aux sirènes de la publicité. Alors, comment convaincre? Quelles sont les attentes de ce que certains sociologues appellent la génération Y? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Je suis Jérôme Bouteiller, je suis directeur des rédactions du groupe NetMedia Europe. On édite des supports comme Silicon.fr, IT Espresso ou Gizmodo. Et je suis très heureux de vous accueillir à cette plénière de clôture du salon e-marketing Paris 2013. Alors, pour parler de ce sujet de la génération Y, j'ai l'honneur d'accueillir Anne Dahan. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du marketing digital d'Ubisoft. Vous vous présenterez dans un instant. À votre droite, Stanislas de Parseveau. Bonjour. Vous êtes en charge du marketing au sein du groupe Orangina Schweppes. Et à votre droite, ils sont en train de bavarder. Un parterre de 4 représentants de cette génération Y qui nous expliqueront dans quelques instants leurs usages et leur vision du marketing. Alors on va peut-être commencer par effectivement se présenter. Je vais vous rejoindre à cette table ronde. Je vous invite à prendre des micros. Alors Anne, je disais que vous êtes en charge du marketing digital au sein du groupe Ubisoft. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans cette salle connaisse forcément votre groupe, mais je suis persuadé qu'ils connaissent vos produits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est probable. Ubisoft, derrière ce nom Ubisoft se cachent des marques que vous pouvez connaître, notamment les Lapins Crétins, Assassin's Creed, Far Cry, des marques comme Just Dance aussi, donc, qui couvrent un panel de jeux et de populations cibles, on va dire, très très large, des familles aux gamers, aux geeks, tels que vous pouvez vous figurer l'image d'Épinal, à savoir un garçon de 20 ans qui passerait beaucoup de temps sur sa console, mais pas que. Et l'idée aussi, bien sûr, chez Ubisoft, c'est de casser un peu ce cliché, puisque clairement, on ne s'adresse pas du tout qu'à ces gens-là. Alors, on rappelle que vous êtes un des plus grands groupes mondiaux de jeux vidéo. Vous êtes français, hein? On est breton. Oui, on est troisième éditeur mondial. On est bon là. Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Les résultats vont être bientôt déclarés. C'est une question de jours. On est plus de 7000 collaborateurs dans le monde et surtout rappeler un peu l'ADN d'Ubisoft qui est le fait qu'on est une industrie culturelle, que ce sont des créatifs, des développeurs de jeux qui constituent l'essentiel de nos effectifs. Aujourd'hui, c'est plus de 80% des collaborateurs de la maison qui fabriquent des jeux, qui créent des scénarios susceptibles d'intéresser nos joueurs. Alors vous embauchez et vous vendez des jeux aux digital natives et à cette génération Y. C'est votre cœur de cible. Quel regard vous portez sur cette appellation de génération Y? C'est un vocabulaire que vous utilisez au sein de votre groupe? Non. C'est pas du tout un mot qu'on utilise. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait du monsieur Jourdain de la génération Y. Nous, on s'adresse à une population qui porte un peu les stigmates de ce qu'on dit aujourd'hui être la génération Y, mais on le fait depuis très longtemps. Il y a un effet de mode autour du terme génération Y. Et nous, il y a plus de 10 ans, on s'adressait à une population qui déjà exprimait des attentes, était extrêmement exigeante, était impatiente, était désireuse d'avoir de l'information sur nos jeux, d'être impliquée. Donc finalement, chez nous, c'est pas quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que le terme est nouveau et l'exercice l'est moins. En tout cas, on verra dans quelques minutes quelle stratégie vous mettez en place pour essayer de toucher spécifiquement votre cœur de cible. Donc à votre droite, bonjour Stanislas de Parseveau. Alors vous êtes dans l'univers de la boisson, hein, vous êtes en charge du marketing pour le groupe Orangina Schweppes. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter rapidement ce groupe que je croyais à un moment français ou britannique, mais je crois que je me suis trompé de pays. Qui est japonais maintenant, qui est un groupe japonais. Et comme son nom l'indique, les marques phares du groupe Orangina Schweppes, il y a Oasis, Orangina, Schweppes et Pulco, qui sont finalement nos 4 grandes marques sur lesquelles on concentre notre attention et qui ont la chance de s'adresser aux générations X, Y et Z, voire même W, mais du coup qui a un scope assez large et après à nous d'adapter en fonction des cibles évidemment et puis des populations de consommation en fonction, là notamment aujourd'hui, de la génération Y. Donc vous, c'est un vocabulaire que vous employez en marketing en interne?
On fait très attention aux termes marketeux parce que ça chambre pas mal sur tous ces termes-là. Mais on est beaucoup plus concentré sur effectivement analyser ces cibles-là et d'avoir je dirais une analyse un petit peu plus fine justement que juste des grands clichés de génération, parce que je pense qu'effectivement plus ça va, plus on est dans l'ère du média personnalisé et de la communication personnalisée, qui est en train de devenir le mass média, mais qui du coup a je dirais un ciblage beaucoup plus fin que juste des grandes catégories ou des catégories de génération d'âge. C'est très vrai ce que dit Stanislas en fait, par rapport à la pluralité de cette cible qui est justement dans la terminologie aujourd'hui. Quand on pense génération Y, on pense entre globalement 15 et 30 ans. Et c'est vrai que les joueurs qu'on dit être de la génération Y sont des gens qui ont 20-25 ans pour dépenser 70 € sur un jeu, sans entrer dans le détail. Mais en revanche, c'est vrai que là, on s'adresse à un panel de personnes qui sont particulièrement sur la tranche basse, donc qu'on pourrait aussi assimiler à la génération Z. Donc on est aussi sur un problème de terminologie, de segmentation. Ouais. C'est du ciblage d'attitude plus que du ciblage de classe. C'est ça, et on peut rester jeune même au-delà des tranches d'âge. Exactement, ciblées. On en connaît Ça fait longtemps que j'ai quitté la génération Y. Alors, je ne sais pas si la génération Y connaît Jacques Martin, mais en tout cas, je vais vous donner la parole à tous les quatre. Pas de réaction, je crains de connaître la réponse. Du coup, Hector. Hector, tu es collégien, lycéen. Rappelle-moi, à quelle année tu es né ? En 98. Alors, Hector, 98, je sens qu'un coup de vieux a envahi la salle. Eh oui. Hector, donc tu es né il y a 14 ans 15 ans, pardon, je ne suis pas très bon au calcul. Tu es donc ce qu'on pourrait appeler effectivement un représentant de cette génération Y. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous décrire aujourd'hui tes usages en matière déjà d'écran, en matière de services web et peut-être ta perception aujourd'hui de l'univers de la publicité? On peut commencer peut-être par les écrans. Est-ce que tu as un téléviseur ? Non, j'en ai plus. Non. J'en ai plus. Déjà, c'est une réponse qui doit terrifier certains marketeurs dans la salle. Quelle est ta consommation aujourd'hui des écrans ? Particulièrement sur l'ordinateur ou sur mon portable. J'utilise pour mets bien envoyer le micro SMS devant ta bouche pour qu'on t'entende bien dans la salle. J'utilise pour envoyer des SMS ou aller sur Facebook par exemple. Ou, je ne sais pas si on a le droit de dire le nom des marques, mais... Vas-y. C'est le lieu pour parler des marques. Fais-toi plaisir. Oui, donc pour aller sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur... Voilà, les principaux sites web, mais bon, en termes d'écran aujourd'hui, donc toi tu ne consommes plus le téléviseur, tu es principalement, donc tu disais sur ton ordinateur, c'est un ordinateur portable, on peut imaginer. Oui. Tu as une tablette ? Oui, un iPad. Un iPad et un smartphone ? Oui. Et on peut quantifier le nombre d'heures que tu passes sur ces écrans ? Par jour ? Ouais. Je sais pas, 4 heures peut-être. 4 heures sur ces écrans. Plus parce que et encore plus sur le téléphone ? Parce que le téléphone, on n'y passe pas. Mets bien le micro devant ta bouche. J'y passe pas forcément beaucoup de temps, mais je le regarde très souvent dans la journée, donc forcément. Je sais pas si ça s'accumule, ça doit faire aussi longtemps que... Ça fait beaucoup d'heures. On va faire un premier tour de table justement sur tous les quatre pour un peu avoir votre rythme, votre consommation des écrans. Alors à ta droite, c'est Raphaël. Bonjour Raphaël, en quelle année es-tu né ? Bonjour, je suis né en 1998 et voilà. Là, ça y est, la salle s'est habituée. Alors 98, alors toi, quels sont les écrans que tu consommes chaque jour ? Chaque jour, je suis surtout sur mon ordinateur. Ordinateur également. Et la télé, un petit peu. Ah, la télé, elle a encore sa place. T'as pas parlé de smartphone, j'imagine que tu en as un ? J'en ai un, mais je suis un peu en conflit avec lui. C'est-à-dire ? Il se casse souvent, du coup, j'ai pas vraiment l'occasion de l'utiliser. D'accord, tu t'en sers peu. Des jeux vidéo peut-être un petit peu ? Je joue un petit peu aux jeux vidéo, pas en semaine, seulement le week-end. Ce n'est peut-être pas un choix personnel. Ouais. Très bien. Et quand tu surfes sur Internet, tu vas sur quel type de site ? Je vais surtout sur YouTube et sur Facebook. Voilà. C'est à peu près tout. Hein. Et sur Wikipédia aussi. Comment ? Ah oui. Et ce qui était étonnant avec Raphaël, c'est que pour préparer cette table ronde, c'était le seul à ne pas avoir d'adresse email. Qu'est-ce qu'on peut dire de ton adresse email ? En fait, j'ai une adresse email, mais je l'ai un peu délaissée parce qu'elle ne me sert plus du tout. Et je suis surtout sur Facebook en fait pour communiquer. Oui, donc on résume, Hector a abandonné la télé et Raphaël a abandonné l'email.
Ça commence bien s'il y a des gens qui font de l'email marketing. J'imagine que la terreur les envahit. Merci. On va continuer ce petit tour de table sur les équipements. Alors, c'est Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Rappelle-nous à quelle année tu es née. En 98. 18 également. Alors, quelle est ta consommation des écrans? Je passe beaucoup de temps sur mon portable. L'ordinateur ou le téléphone? Le téléphone. Téléphone portable, oui. L'ordinateur, comme il s'est cassé, je l'ai un peu laissé tomber. Des fois, D'accord. j'utilise celui de ma sœur. Et la télévision, de temps en temps. D'accord. Tu regardes quel type de chaîne sur la télé? M6, W9, là où il y a le plus de séries. Là où il y a le plus de séries et de clips, j'imagine. Très bien. Et quand tu surfes, est-ce que tu utilises des jeux vidéo, toi, ou pas? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Quand je vais chez mon cousin, par exemple, je joue avec lui. Il a une console? Ouais, il en a plein. D'accord. Très bien. Tu saurais quantifier ta consommation de ces écrans chaque jour? Je sais pas. Je sais que le portable, je l'utilise souvent. Mais de temps en temps, l'ordinateur et la télévision. Très bien. Et on va aussi terminer ce premier tour de table avec Irène. Bonjour Irène. Bonjour. Alors, même question rituelle, tu es née en quelle année? En 97. Ah on progresse. Donc tu es la plus âgée de ce petit panel. Est-ce que tu as aussi une consommation des médias comparables à tes camarades? Moi, j'utilise beaucoup mon téléphone portable. Sinon, j'ai jamais eu de télé. T'as jamais eu de télé? Non, jamais. D'accord. À part un peu chez mon père, là, mais je suis jamais, donc... Et sinon, l'ordinateur, de moins en moins. L'ordinateur est aussi en déclin, mais vraiment le terminal que tu utilises le plus, c'est ton téléphone. Oui. Et je crois que ce n'est pas un téléphone tactile. Si, c'est un téléphone tactile. Pardon, mais que tu n'aimes pas les écrans tactiles. Mais j'aime pas, oui, voilà. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les écrans tactiles? C'est hyper galère à écrire. C'est hyper galère à écrire. Très bien, ça restera. Alors, on vous a désigné comme la génération Y, tous les quatre. Est-ce que vous connaissiez cette expression? Oui. La télévision, surtout. Mais bien dans l'axe... À la télévision, surtout, oui. Quand je vais chez des amis ou par exemple dans les sketchs aussi de certaines personnes qui parlent de la génération Y. Mais sinon, quand on veut parler de moi, on ne dit pas la génération Y ou... Non, j'imagine qu'on t'appelle par ton prénom. Mais est-ce que tes camarades avaient entendu parler de cette expression? Est-ce que vous avez tous les quatre le sentiment d'appartenir à une génération différente, d'une génération que d'autres appellent les digital natifs? Est-ce que vous avez le sentiment peut-être d'être différent des Minitel natifs que nous sommes? Ouais. Non, sérieusement. Parce que comme on est né en plein dedans, je dirais qu'on a une meilleure maîtrise des appareils un peu tactiles, tout ça. Et quand mon père me demande comment se connecter à Facebook, je vois qu'il y a une différence. Très bien. Hector, un autre commentaire? Non, tu voulais juste récupérer le micro. Mesdemoiselles, la génération Y, ça vous parle? Non, moi, je connais pas du tout. Ça me parle vraiment pas. Au-delà de l'expression, tu as le sentiment d'appartenir à une génération différente de celle de tes parents ou de tes... Moi, beaucoup. C'est pas la même, quoi. Alors évidemment, tu es plus jeune que nous, mais est-ce qu'il y a des usages, on évoquait le paramétrage de Facebook, mais est-ce qu'il y a des usages vraiment différents à tes yeux? Non. Moi, je pense que la principale différence, si on peut parler de différence, c'est que c'est déjà sur l'éducation qui n'est pas du tout la même aujourd'hui. C'est déjà un petit peu mieux. Puis aussi les conditions d'aujourd'hui, ça... Non, mais je veux dire, le fait qu'aujourd'hui... Tu parles de quoi? Le fait, les anciennes... Déjà, je sais pas de quelle génération vous parlez quand vous parlez des générations antérieures, par exemple de la vôtre. Je le crains. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, comme... Il parle de la génération de ceux qui ont connu Jacques Martin, voilà. Comme aujourd'hui, nous, on est né dans le fait qu'on est né dans la fin... En même temps qu'Internet, on est né... Dès le départ, on sait utiliser l'ordinateur, le téléphone et tout, alors que vous, ça s'est passé pendant que vous grandissiez.
Bah, je trouve Mais qu'on se sent tu as, plus tu as raison, concerné. bah, c'est ça. Les Américains parlent de digital native. Vous êtes né avec le digital, et j'employais l'expression Minitel natif, peut-être pour évoquer ceux qui sont nés dans les années 70, parce qu'on n'a effectivement pas tout à fait connu les mêmes technologies. Alors peut-être un premier commentaire d'Anne et de Stanislas. Là, on a entendu des usages quand même parfois assez radicaux, avec l'abandon du téléviseur, avec j'imagine une surconsommation du smartphone. C'est des usages que vous avez, j'imagine, identifiés au sein de vos groupes. Anne, peut-être? Ah oui, complètement. Déjà, là, on se rend compte de la diversité aussi des usages, même au sein d'un panel réduit comme ça de 4 personnes. Donc, ceux qui tolèrent encore la télévision, ceux qui s'en sont débarrassés. Évidemment, nous, on a pris ce pli. Après, on envisage nos cibles de façon beaucoup plus globale. Donc, c'est comme le disait Stanislas, c'est pas du tout atomisé. L'idée, c'est d'accompagner par nos jeux, par notre marketing, ces différentes populations dans leur contexte de navigation, qu'elles soient sur tablette, sur smartphone, sur télé ou sur ordinateur. Cette explosion des écrans, c'est vraiment une des grandes réalités des dernières années, hein, la multiplication des... Ah bah, c'est l'enjeu, quoi. Ouais. Ouais, complètement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur nos marques, essayer d'enrichir l'expérience. À la base, on part du PC, de la console, et puis on arrive sur des territoires qui sont d'ailleurs plus du tout nouveaux, parce que quand il s'agit de Facebook... en année de Gen Y, 5 ans de communication. C'est 2004, ça sera bientôt 10 ans, Voilà. Facebook. C'est déjà un truc de vieux. Et oui, on a évidemment pris ce tournant. Alors, pour le coup, je pense que l'industrie du jeu vidéo, elle est assez spécifique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la prise en compte de ces différents usages, de ces différents niveaux d'attente, elle date de bien avant Facebook, en fait. On avait... dans le jeu vidéo, des espaces communautaires comme les forums, qu'on a toujours d'ailleurs, des blogs, des sites partenaires, où l'idée c'était de donner de l'information à ces différentes populations en temps réel, en considérant que ces personnes sont exigeantes, sont impatientes, veulent de l'info tout de suite, veulent une équité dans l'accès à l'info. Et c'est vrai qu'on l'identifie aujourd'hui avec la multiplicité des devices, mais c'était déjà le cas. Déjà les tendances apparues il y a quelques années. Stanislas, également un premier... Juste rapidement, le gros enjeu que les entreprises ont aujourd'hui, c'est justement de rattraper, entre guillemets, la rapidité avec laquelle les consommateurs, les générations Y ou autres, ou je dirais les fans, assimilent le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, toutes les entreprises, je pense, ont cette volonté de rattraper nos consommateurs qui vont finalement beaucoup plus vite que les entreprises à s'adapter à tous les devices ou à tous les outils qu'on pourrait avoir sur le digital. Alors là, on a un panel pas forcément représentatif, mais est-ce que vos propres études marketing confirment le déclin d'un écran comme le téléviseur auprès des générations qui grandissent? Moi, je dirais que non. Nos études marketing ne disent pas ça, en fait. Elles disent qu'il y a vraiment une utilisation simultanée de tous ces devices. Et on peut être... aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Quand on regarde un programme à la télé, un hashtag est communiqué sur le programme qu'on est en train de regarder. Alors, on doit dire un mot dièse. Un mot dièse, pardon. Et office de la langue française. La télé revient en force, en fait. Sur justement cette capacité. Mais est-ce que c'est pour autant l'écran principal ? Là, j'imagine que vous confirmez l'explosion de la consommation du smartphone. Vous êtes tous les quatre, j'imagine, équipés de smartphones. Donc, c'est quand même une tendance lourde aujourd'hui. Et c'est devenu l'écran principal pour la nouvelle génération. Mais c'est surtout qu'il n'y a plus de... Je pense qu'effectivement, le téléviseur, comme nous, on pouvait l'entendre, on a un champ des possibles sur les écrans qui est démultiplié. Donc, c'est-à-dire que l'iPad, pour ne pas le nommer, ou la télé connectée ou l'écran d'ordinateur remplissent le même rôle et on passe de l'un à l'autre aussi rapidement. Et au contraire, ces 2 dernières années, je dirais que la télé a pu reprendre un petit peu du souffle sur cette capacité à rester connectée justement. Alors, avant de découvrir un peu plus précisément les stratégies que vous avez mises en place justement pour toucher ces générations, un petit mot de tous les quatre sur votre regard sur la publicité justement. J'imagine que vous avez repéré qu'il y avait de la publicité à la télévision, qu'il y avait de la publicité sur le web, qu'il y avait de la publicité dans les applications, sur YouTube, sur Facebook. Quel regard vous portez sur l'effort que font les grandes marques pour essayer de vous séduire, Hector? Les principales publicités, de toute façon, moi je vois sur Internet, c'est pas pour la plupart du temps les publicités qui peuvent me concerner directement, c'est plutôt pour des voitures ou des choses comme ça. Ça veut dire que les gens qui font du ciblage marketing peuvent encore se perfectionner. Mais ce que je vois de plus en plus, par exemple quand on va sur YouTube, c'est que les vidéos, donc pas un peu maintenant, comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, on a les vidéos recommandées pour nous parce que par rapport à ce qu'on regardait avant.
Et dessus aussi, enfin, je sais pas si la publicité ça va avec, mais la publicité aussi, ça va un peu. Je trouve que ça se rapproche un peu plus de ce que je pourrais regarder ou ce qui pourrait m'intéresser. Est-ce qu'il y a des opérations publicitaires que tu as pu voir récemment sur un smartphone, sur le web qui t'ont marqué? Bah, récemment, non, mais il y a pas longtemps, enfin, il y a longtemps maintenant, il y a une publicité qui a eu une suite d'ailleurs, c'est de la publicité d'Oasis que j'ai beaucoup aimé. Donc on Ça va pouvait. faire plaisir à Stanislas, hein. Donc la publicité où d'abord on nous présentait les fruits que. C'est il y avait- Bifruit, hein, c'est ça, les petits fruits Oui, à voilà. qui il arrive plein d'aventures. Donc d'abord la publicité on nous les présentait où ils étaient drôles et ensuite par la suite on pouvait sur internet choisir quel était notre favori et enfin lequel représenterait le mieux Oasis. Voilà, il y avait une véritable conversation avec l'internaute et ça t'a plu, ça? Oui, ça j'ai. Le fait de participer à la qui publicité? demande un peu, oui, qui nous permettent un peu de pouvoir dire pour nous qui est le plus important et qu'au final d'ailleurs ça le soit parce que dans les pubs ensuite ils disaient qui avait gagné, moi je trouve ça, oui, moi j'ai aimé le fait qu'ils nous demandent notre avis sur. Très bien, merci Hector. Donc Hector a aimé les pubs Oasis où il y avait un engagement, il n'a pas aimé les pubs de voitures qui n'étaient pas bien ciblées. Raphaël, toi, qu'est-ce que tu aurais eu comme expérience publicitaire récemment dont tu pourrais nous parler? Récemment, les pubs qui m'ont marqué, il y avait la pub de Cofidis qui était marrante à la télé, mais sinon, sur YouTube... sur YouTube C'est des gens de Cofidis ou dans le crédit Ouais, à la mais- consommation. Vous êtes encore un peu jeune normalement pour être sensible à ce genre d'argument. Ça viendra, je le crains. Et est-ce que par exemple, tu regardes YouTube souvent? Oui. Tu regardes, je sais pas, ce qu'on appelle des pré-rolls, les publicités qui s'affichent. Souvent, les publicités qui s'affichent qu'on regarde, souvent on les zappe, mais certaines... arrivent à- Rassure-moi, est-ce que tu n'as pas installé de bloqueur de publicité? Non, Tu n'as pas écouté Xavier Niel sur ce point? je ne l'ai pas installé. Mais souvent on les zappe grâce au petit bouton Skype, je sais pas quoi là. C'est ça, ignorer l'annonce. Ouais. En général, tu Oui, les ignorer ignores les l'annonce. annonces. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu n'ignores pas une publicité sur YouTube? Et bah, faut que la publicité ait un peu d'intrigue. Par exemple, dès que c'est un film, Une bonne annonce de film? Oui, une bonne annonce de film directement, je resterai dessus pour regarder ce qui se passe. Mais si ça n'a pas d'intrigue, que c'est une pub un peu bête et méchante qui présente leur marque, bêtement, enfin... Tu regardes les programmes des YouTubers, par exemple, on les voit parfois faire de la publicité pour du crunch, je crois me rappeler de Norman. Norman, C'est des choses auxquelles tu es sensible? personnellement, pas vraiment, mais j'ai pas mal d'amis qui regardent Norman et qui ont suivi son tour du monde sponsorisé par Crunch, je crois. Et du coup, ils ont acheté plus de crunch? Aucune idée. Très bien. Laura, un petit mot aussi sur la publicité aujourd'hui. Comment tu t'es exposée à la publicité? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ben, moi personnellement, enfin les pubs, j'y prête pas trop attention. Ouais. Mais faut Il vraiment. y a des campagnes qui t'ont marqué quand même? Non, pas vraiment, mais il y a des pubs qui sont sympathiques, mais d'autres, voilà, D'autres qui je le les sont zappe moins. Tu as un des peu. exemples à nous donner, un peu plus concrets? Par exemple, je trouve la pub pour cette LM, elle est marrante. D'accord. Mais sinon, Alors, le crédit à la consommation séduit les adolescents. non, Ok. mais comme les pubs pour voiture, voilà, quoi. J'y prête pas trop attention. Qui prêtent pas trop attention, et des produits qui visent spécifiquement, je sais pas, des jeux vidéo ou des boissons. Ouais, quand il y a une pub pour une boisson, je les regarde, elles sont sympathiques. Mais sinon, D'accord. personnellement, j'y prête pas trop attention. Et on va terminer avec Irène aussi, même question. Quel regard tu portes sur la publicité aujourd'hui? Alors Est-ce qu'il y a moi, des campagnes sur le web, sur YouTube, sur Facebook qui t'ont marqué? la publicité, ça m'intéresse absolument pas. Je trouve que Irène est militante. elles sont super débiles, déjà, de 1. De 2, on est vachement envahi par la publicité. Par exemple, sur YouTube, ça fait maintenant à peu près 1 an qu'on a les pubs en début de vidéo. Ça, c'est hyper chiant. Ouais, Parce toi que- aussi, tu ignores les annonces? Ah oui, direct. À part si parfois, genre, je reconnais une musique que j'aime bien, je laisse, mais après, voilà. Moi, sinon, les seules pubs qui me font rire, c'est peut-être 118, 218. Sinon, c'est vraiment, je trouve ça D'accord. complètement débile. Très bien. Un vrai challenge de toucher cette génération. Alors, on va justement revenir un peu dans le détail sur ce qu'a pu faire Ubisoft. Et on va parler juste après du groupe Orangina Schweppes avec des présentations. Je ne sais plus qui doit lancer les présentations, je crois que c'est moi. Donc, je vais traverser la salle rapidement.
crois qu'on a une vidéo. Je crois qu'il y a une vidéo. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Je clique sur le premier rectangle. Attention. Et j'appuie sur son nom. Ah, je fais quoi? Je reviens en arrière. Alors, moi, je suis un Minitel natif. Il faut venir m'aider. Ah, il y a du son. Hein. Mini blague. Ça fait rire la salle, ça ne fait pas forcément rire notre panel. Non, mais c'est une petite vidéo qui a été présentée à dessin parce qu'elle est très ancienne. Pour le coup, elle date de 2007. De la Coupe du Monde de rugby, voilà, je crois. Exactement. Et c'était pour montrer en fait qu'on avait pris le virage, c'est des choses qu'on a postées sur tous nos espaces communautaires et Facebook notamment, qui ont rencontré un vrai succès parce que c'est typiquement le genre de vidéos, d'éléments qui sont susceptibles d'amuser. En tout cas, les plus vieux. On va faire du real-time marketing. Hein. C'était le thème du salon e-marketing. Tous les quatre, vous avez pensé quoi de cette petite vidéo? Sympa, pas sympa, rapidement? Moi, je l'ai trouvée rigolote, mais ensuite, est-ce que... De toute façon, ça reste toujours dans l'univers des lapins crétins. Depuis le départ, ils sont censés être crétins comme dans leur nom. Mais... C'est ça. En tout cas, t'as trouvé ça rigolo? Rapidement, Raphaël aussi. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est rigolo et qu'en plus, dans le jeu vidéo, on retrouve à peu près le même esprit. Hein, ouais. Voilà. Raphaël, tu as trouvé rigolote? Pas rigolote? Personnellement, je trouvais ça marrant, mais je pense que j'aurais quand même zappé sur YouTube. Terrible. Laura? Moi, personnellement, quand je vois des vidéos sur les lapins crétins, je les regarde parce que je trouve qu'elles sont assez sympathiques, marrantes. Et c'est vrai que celle-là, elle faisait rire. Elle faisait rire, d'accord. Irène? Elle était mignonne. Elle était mignonne. Bon, l'accueil est quand même favorable. Donc Anne, vous nous disiez, c'est important pour vous de toucher cette génération, notamment sur YouTube. Oui, moi j'ai envie de dire, chez Ubisoft, on a des problèmes de riches, parce qu'en gros, on s'adresse à des passionnés, c'est des gens qui aiment nos marques, qui aiment nos jeux vidéo. Donc par rapport à la problématique qui était la tienne, Jérôme, de dire comment on s'adresse à cette génération qui a globalement entre 15 et 30 ans, c'est qu'on n'a pas tellement un discours d'émetteur à faire, mais un discours d'interaction par nature. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment nos jeux, qui ont envie de voir nos images, envie qu'on leur raconte des histoires, mais finalement le brand content, on n'a pas tellement à en faire, puisque nos marques sont des marques de contenu par nature. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, il nous arrive de créer des vidéos de ce genre, de capitaliser sur certains éléments de l'actu. Là, je vous fais passer quelques images pour que vous voyez comment on mise sur l'actualité périphérique pour garder ce rapport à nos marques. Le film sort. Alors moi, je trouve ça très très pointu comme opération, parce que en fait, vous êtes déjà en train de parodier le film de Norman, qui est un des youtubeurs les plus puissants. Ah bah l'idée, c'est le cercle vertueux pour toucher. Le film sort en ce moment. Hein, c'est pas très normal Activities, et vous l'avez déjà parodié avec Bois, très crétine Activité. On se rend compte, notamment sur Facebook, parce que maintenant on a une courbe d'expérience qui est assez ancienne, que nos fans vibrent à ce type de contenu parodique, que ça marche tout le temps très très bien. Juste par rapport à la maturité du métier sur Facebook, c'est vrai que nous, on a été pendant un temps, on a accompagné le développement du support, donc on a été parfois un peu, j'allais dire bêtement, dans une course aux fans sur Facebook pour pouvoir se targuer de centaines de milliers, voire de millions, qu'on va certainement atteindre sur les lapins, par exemple, ce soir ou demain. La page des lapins crétins sur Facebook va franchir le cap du million dans les prochaines heures, donc n'hésitez pas à liker, comme on dit, cette page. Pour venir booster, accélérer un peu ce processus, mais au-delà de se targuer de ce type de chiffres qui nous font plaisir, certes, on est aujourd'hui beaucoup plus dans le niveau d'engagement, et ce qu'on va aller surveiller sur la
performance de nos actions, c'est la capacité à commenter, à viraliser, à se partager les contenus que nous, on peut donner, enfin le grain à moudre qu'on peut donner à nos fans. Alors, donc la course aux chiffres, la course aux millions de fans, parfois, on le sait, qui ne sont pas tous vrais, est terminée. On achète parfois aussi. Oui, je sais qu'il y a des gens qui achètent des fans. Bon, vous l'avez fait, vous ? Oui, ça nous est arrivé, oui, au début. Et vous regrettez l'avoir fait ? Non, on n'a pas regretté parce que ça crée un vivier de fans auquel on s'adresse. Après, le modèle de Facebook change et je ne vous apprends rien. Donc, la capacité à aller atteindre 100% de nos fans, elle est forcément réduite. Il faut trouver d'autres leviers aujourd'hui. Donc, Facebook attend qu'on dépense plus. Et nous, on prétend que, en dépensant certes un peu, mais en ayant une action peut-être plus intelligente, on arrivera à toucher une grosse. Donc une action peut-être plus qualitative aujourd'hui. Alors, donc vous êtes présent, on l'a vu sur YouTube, vous êtes présent sur Facebook. Ça représente quoi aujourd'hui au sein d'Ubisoft, cette activité de community management ? Alors, il y a plusieurs choses. En termes quantitatifs, c'est un certain nombre, c'est une grosse partie des effectifs qui sont, entre guillemets, digitalisés et qui prennent en compte toute cette gymnastique sociale. Je pense aujourd'hui, chez Ubisoft, on a plus de 50 personnes qui suivent, qui pilotent l'activité, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est au niveau mondial, hein. Au niveau mondial, bien sûr. J'encadre pas ces 50 personnes, mais en tout cas... Plus de 50 personnes aujourd'hui sont concernées par ce type de problématique. Après, il y a un deuxième sujet qui est plus la façon dont on a appréhendé le métier de community management, puisque c'est le terme déjà galvaudé, mais enfin bien en place. Nous, on n'a pas le sentiment, comme je disais tout à l'heure, d'être dans un nouveau métier. C'est-à-dire que prendre le pouls de nos communautés de fans, savoir ce qu'ils attendent, ce qui les réjouit dans nos marques, ce qui peut les décevoir aussi, puisque c'est bien de ça qu'on parle, c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Vous parlez des forums de jeuxvideo.com il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Alors une autre question aussi rituelle, est-ce que ça fait vendre ? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement à tous les efforts que vous faites pour séduire cette génération ? Aujourd'hui, on est incapable de définir une élasticité de l'action sociale sur les ventes. Ce qu'on sait, c'est que faire silence ou ne pas être présent sur ces réseaux sociaux créerait un manque à gagner, ne serait-ce qu'en termes de capital de sympathie, d'exposition à nos marques, de vidéos vues, parce que c'est quand même l'essentiel de notre matériel aujourd'hui, c'est vraiment la vidéo, qui serait une erreur, qui serait fondamentalement une erreur marketing. Donc non, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit qu'on a 1 million de fans sur les lapins crétins sur Facebook, on n'a pas forcément 1 million de gens qui ont acheté le jeu. Mais en revanche, ça témoigne de la richesse de nos marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lapins crétins font rire une grande partie de la population, certains même qui se sont probablement jamais connectés à une Wii, mais connaissent nos marques parce qu'on les a déployées de telle façon, bien au-delà du jeu vidéo. Aujourd'hui, des gens ont découvert les lapins crétins par la Renault Scénic, ont découvert les lapins crétins par la BD et seront exposés à nos petits lapins crétins très prochainement, sans trahir de secret. Quel que soit l'écran, il y aura un lapin crétin pour nous divertir. Voilà. Très bien. Stanislas, également, un petit mot peut-être sur votre... Hector veut réagir ? Non, il prête son micro. Alors Stanislas, on va aussi parler un petit peu de ce que vous pouvez faire en matière de stratégie virale. Je dois cliquer sur la deuxième, c'est ça ? Je vais y arriver. Ouais, à la limite, on peut rester sur celle-là, sauf si vous voulez après prendre l'exemple de Schweppes, mais qui est moins concerné peut-être par la génération, qui est plutôt la fin de la génération. On est à cheval sur deux générations. Et Z, exactement. Juste nous, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Anne, on a en fait la volonté de créer notre propre audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on peut avoir, en tout cas sur le digital et sur le digital au sens large et sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver à cette capacité à créer nos propres audiences en tant que marque et utiliser cette audience de manière très spécifique. Selon l'ADN des marques, et c'est là où c'est extrêmement important, c'est selon l'ADN des marques, on arrive à choisir un canal sur digital qui est propre, entre guillemets, et qui est réceptif sur les consommateurs ou les fans ou les porteurs d'intérêt de nos marques, selon un canal bien spécifique. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de nos 3 marques ici. Allez-y. Oasis, apparemment, Oasis. Elle aime Facebook. Facebook aime Oasis, pardon. Exactement. Facebook est très Oasis, est très Facebook-centrique. Et je rejoins complètement encore une fois le point d'Anne, c'est que c'est pas le plus grand nombre qui est intéressant sur le nombre de fans d'une page. Il se trouve que vous avez de beaux chiffres. Je crois que c'est près de 3 millions de fans sur Oasis. C'est là aussi dans les jours ou en tout cas dans les heures qui viennent, on va passer les 3 millions de fans. Mais on a eu la chance de pouvoir le faire en fait il y a maintenant 3 ans.
Là, on part aussi de conviction lorsqu'on prend des orientations de stratégie marketing, et on a pris cette orientation il y a 3 ans, ce qui nous a permis d'acquérir un nombre de fans en achetant, mais à des coûts dérisoires il y a 3 ans. Et aujourd'hui, clairement, on ne le fait plus du tout et on ne le ferait plus. D'ailleurs, il y a un petit parallèle à faire entre les lapins crétins d'Ubisoft et puis vos Complètement, Bifruits. Je ne sais pas comment vous appelez vos personnages de petits fruits. La bande des petits fruits. La bande des petits fruits La qui sont communauté des aussi petits fruits, maintenant. assez décalés. Bon, peut-être un petit peu moins... ils Mais je n'iraient dirais pas que traîner ça- dans un vestiaire de publications est assez rugby, proche. mais... Très proche. Très bien. En tout cas, un gros succès sur Oasis sur Facebook, mais également d'autres stratégies de marque, vous disiez, pour Orangina ou pour voilà, Schweppes. avec Orangina, où on est plus dans une viralité du contenu, et du coup sur YouTube, ce que disait un petit peu Raphaël, mais on est beaucoup plus focalisé sur le contenu vidéo, d'où une concentration sur YouTube, Dailymotion, etc. Et un exemple qui est complètement différent, qui est Schweppes, qui est pour nous une marque qui est beaucoup plus adulte que les 2 précédents, qui sont un petit peu plus familiales, où là, pour le coup, on n'utilise absolument pas Facebook ou peu YouTube, mais beaucoup plus Twitter. Et l'instantané, en fait, des réseaux sont extrêmement importants selon les stratégies. Du coup, on a vraiment des axes très différents selon les marques. Et je pense que c'est là où il ne faut pas se tromper, quelle que soit la marque sur laquelle on travaille, mais de bien choisir, entre guillemets, son angle d'attaque. Et j'imagine que Anne a également des stratégies différentes selon qu'il s'agit d'Assassin's Creed ou des lapins crétins. Même question... au sein d'une même marque, en fait. C'est-à-dire que le discours qu'on va porter sur un réseau... pour ne pas dire, quand on est sur YouTube, on va être dans entre guillemets un garage à vidéo où on va donner l'opportunité à nos fans d'aller regarder tous les contenus qu'ils peuvent regarder. Ça peut être une vocation particulière sur Assassin's Creed, d'aller rediriger une grosse partie de nos dispositifs sur le channel YouTube, et on va dire d'autres choses sur Twitter, et notamment des éléments peut-être d'aide aux joueurs, de relations clients. Et puis sur Facebook, on va apporter des contenus visuels, des informations, des notions exclues. Et donc au sein même d'un même jeu, on va travailler l'écosystème digital pour apporter à chaque moment une réponse différente. Stanislas, également la même question que pour Anne. Est-ce que cette présence massive sur les réseaux sociaux, sur Google ou sur YouTube, fait vendre plus de soda et de boissons ? C'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup. Nous, oui. C'est-à-dire qu'on calcule le ROI, le fameux ROI, où il faut quand même... Le retour sur investissement. Le retour sur investissement, il faut le traiter avec parcimonie quand même, et faire attention à quels sont les objectifs que l'on met derrière le digital ou autre. Mais par contre, on a maintenant un poids, en fait, nous, sur nos marques, qui est suffisant pour calculer exactement le même ROI que l'on pourrait le faire sur la télé ou sur l'affichage ou sur la presse. Donc ça m'amusait de voir. Mais concrètement, comment vous faites ? Vous lancez une nouvelle vidéo virale pour Orangina et quelques jours plus tard, vous observez une hausse des ventes en grande surface ? C'est le même système économétrique que vous pouvez avoir lorsque je lance une campagne de télé. Je mesure mes ventes avant, après, pendant, etc., etc. Et on fait exactement le même système maintenant sur le risque digital qu'on ne pouvait pas faire il y a encore, je dirais, 2 ans. Il y a 2 ans maintenant, et alors que maintenant on a un tel poids, en fait, sur le digital au sens large du terme, que ça nous permet de calculer le ROI. Mais c'est pas pour autant de grandes campagnes. Hein. Si je prends à nouveau le cas d'Oasis, on a l'impression que vous alimentez un peu au fur et à mesure votre page avec de nouveaux contenus, des petites vignettes un peu amusantes. C'est pas une grosse campagne, il n'y a pas forcément d'impact quantitatif. Effectivement, c'est pas une histoire de timing de campagne comme on pourrait le faire sur de la télé ou sur de l'affichage. C'est la rémanence, en fait, et le buzz, et en tout cas le bruit que vous pouvez faire sur le digital, qui reste finalement à un niveau assez fort, après avec des pics plus ou moins selon les activités que vous pouvez déclencher, mais qui maintenant sont clairement identifiés. On a fait des études spécifiques avec Facebook notamment, où on sait délibérément que les fans de telle ou telle marque sont plus enclins à acheter nos produits que les non-fans, par exemple. Et pareil, sur le taux d'engagement est 100 fois plus important, je pense, que le nombre de fans que l'on peut avoir. Donc vous aussi, vous avez fini cette course aux fans sur Facebook, mais vous en avez quand même 3 millions. Hein. C'est quelque chose que votre direction générale regarde, d'ailleurs, le nombre de fans, le nombre de vidéos vues, mais là aussi, le nombre d'applications installées. On n'a pas parlé beaucoup du mobile, d'ailleurs, je suis surpris. Pardon ? On n'a pas beaucoup parlé du mobile et des smartphones, je suis surpris. Je pensais qu'on parlerait un peu plus de... notamment sur... vous avez Oasis, je sais pas si l'application Oasis La Chute, c'est 280 millions de parties jouées. Sur Oasis, et sur Schweppes aussi, il y en a pas mal. Dis donc, ils vous font de la concurrence, ils font des jeux vidéo à leur tour. Petite application. En tout cas, votre direction générale, elle regarde ces métriques. Pardon ? Votre direction générale, elle regarde ces métriques, elle a compris qu'il allait avoir un lien direct entre le nombre de fans et les ventes ?
Et déjà, faisant partie de la direction générale, ça me permet de les éduquer tous les jours. Donc, bien sûr. Et ils ont complètement conscience en fait, des enjeux que ça a pu générer les 3 dernières années. Et on se staffe pour ça. On a changé nos plateformes de communication radicalement dans les 4 dernières années. Nous aussi, enfin, moi je ne fais pas partie de la direction générale, mais on est vraiment avec ces chiffres Vous le méritez, hein. dans l'œil du cyclone. Et en effet, la dimension sociale de nos marques, mais nos marques, elles sont intrinsèquement sociales en fait. Donc c'est un sujet, le partage de l'expérience, c'est un sujet qui est regardé par la direction générale, en très haut lieu. Je pense notamment au fait qu'au-delà des actions marketing de promotion de nos jeux, le social conditionne en fait la production, la création de nos jeux elles-mêmes. Donc on est aussi dans une configuration un peu particulière. Oui, il y a un vrai échange. Hein. Où on va sonder nos communautés de joueurs pour savoir ce qu'ils aimeraient voir dans le prochain opus de Far Cry, de Splinter Cell, d'Assassin. On va en tirer la substance et on va ingérer cette information, la restituer et par nos relations assez directes avec les studios de développement, on va influencer la production de ces jeux. Donc en effet, au-delà des métriques de quantitatif, de nombre de fans, de vidéos vues, voilà, les chiffres qui peuvent parfois donner le tournis, c'est quelque chose qui influence la stratégie générale de l'entreprise. Alors d'ailleurs, je vous propose de suivre votre conseil et d'opter pour l'interactivité avec la salle. Il nous reste officiellement 7 minutes. Alors est-ce que vous avez des questions à poser à notre panel de la génération Y ? J'ai vu qu'il y avait des étudiants de l'EMI dans la salle, donc si vous voulez prendre la parole, n'hésitez surtout pas. Il y a 45 minutes, certains avaient l'air d'être plus bavards. Oui ? Il faudrait transmettre un micro. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Je crois que vous avez... Bonjour. On vous écoute, Geneviève. Bonjour, Geneviève Petit. Je voulais savoir, journaliste, sur le panel, petitweb.fr, si vous utilisiez Twitter. Oui, avant j'utilisais beaucoup Twitter, mais en fait je vois pas comment, je vois pas comment ça marche, donc j'ai abandonné. Bon, Twitter c'est déjà has-been. Moi j'y comprends strictement rien. Moi, je me suis jamais vraiment intéressé à Twitter. Me demandez pas pourquoi. Et moi, je trouve pas ça très utile de publier toutes les 5 minutes ce qu'on fait. Même si tu tiens à ta vie privée. Mais même, ça intéresse personne, je pense. En tout cas, dans ce qui me concerne, pour le professionnel, après, ça peut... Très bien. En tout cas, méfiez-vous. En tout cas, des gens qui vous parlent de Twitter, apparemment, ça n'intéresse pas forcément la génération qui s'annonce. Merci pour T'avais une autre question, Geneviève ? Non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je vois une main qui se lève, 2 mains qui se lèvent au 3e rang. Bonjour. Sophie Potier, je suis étudiante au CELSA. Ma question ne s'adresse pas aux 4 jeunes gens qui sont là parce qu'on est censé être tous les 5 de la génération Y. Personnellement, je ne m'y retrouve pas vraiment. Donc ma question s'adresse à nos 2 autres intervenants. On arrive au moment où la génération Y, justement, comme on l'appelle, va entrer sur le marché du travail. Est-ce que pour vous ou pour les marques, cette arrivée-là, elle est anticipée ? Est-ce que vous vous dites que ça va changer quelque chose en termes de stratégie marketing ? Stanislas ? Évidemment. J'allais dire évidemment. Je pense qu'à toute période, et là je pense que ce n'est pas la panacée de la génération Y, mais il y a une adaptation qui doit être faite aussi aux nouveaux outils qui sont mis en place pour aller solliciter des nouveaux collaborateurs ou les inciter à venir dans les entreprises, attirer les bonnes personnes. Et en plus, effectivement, je dirais même il y a une adaptabilité dans le quotidien du travail. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques générations Y dans mes équipes qui arrivent, parce qu'on a de la chance de pouvoir recruter régulièrement. Et effectivement, c'est une consommation du travail, j'allais dire, qui n'est pas la même, et on s'adapte. On dit souvent qu'on passe d'un modèle hiérarchique à un modèle plus matriciel, une organisation en réseau. Vous partagez cette analyse ? C'est complètement déjà le cas aujourd'hui dans les équipes Ubisoft. Déjà, les effectifs font pour une grosse partie déjà partie de la génération Y. Donc, il y a des enjeux de management, de communication entre personnes, c'est clair. Et puis, c'est une manne pour nous parce que c'est des gens qui ressemblent à nos joueurs. Donc, quand on les intègre dans l'entreprise, ils ont parfois assez intuitivement la maîtrise
maîtrise des canaux pour le communiquer au mieux avec nos joueurs. Très bien. Il y avait une autre question, je crois, devant. La demoiselle, juste derrière. On enchaîne. C'était plutôt en fait. Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Non, je ne vais pas dire mon âge. Pardon, c'est vrai que c'est très grossier. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous n'êtes peut-être plus dans la génération Y. Non, j'ai l'âge d'être la mère de ces jeunes. En fait, je suis Sophie Le Cornec, Carson Vacancy Travel. Je voulais dire, j'étais très intéressée. C'était plutôt un commentaire des interventions de Ubisoft et du groupe Orangina. Je dois dire, je suis un peu déçue du choix du panel parce que pour moi, c'est pas que j'ai rien contre ces jeunes, mais ils sont un peu jeunes. Ils sont trop jeunes et pour moi, ils n'ont pas du tout. Ce sont des ados, quoi. On peut pas les étudier comme. Ce sont pourtant des digital natives. Hein. Ils ont grandi avec ces réseaux, avec ces équipements. Donc. Oui, mais ce qui est intéressant pour nous, en venant ici à un salon d'e-marketing, c'était plutôt d'entendre soit des étudiants, soit des. Il y en a plein autour de vous. Vous pouvez leur donner. Ouais, oui, non, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'aurais aimé avoir une étude un peu plus génération. Un panel un peu plus large. Voilà, d'accord, mais on peut leur donner la parole. Est-ce qu'il y a des jeunes un peu moins jeunes qui veulent s'exprimer et peut-être. Premier rang, monsieur. Quel âge avez-vous? Bonjour. Maxime, j'ai 22 ans. Donc je ne sais pas si je rentre dans le panel de la génération Y. J'utilise Twitter. Ça se rapproche. Ah, toi, tu utilises Twitter, d'accord. Enfin, j'essaye parce qu'on nous apprend à l'utiliser dans les métiers qu'on va exercer plus tard. J'ai la chance d'être à l'EMI, je sais que vous en rêviez. Et C'était un de mes étudiants l'année dernière. Hein. Eh ben, écoutez, je suis prêt à répondre à des questions moi-même. Juste sur les usages, on parlait, on va dire, de un peu un déclin peut-être du téléviseur, une explosion du smartphone. Là-dessus Alors, enfin, dans notre école, on nous apprend à être très contestataire, donc je pense tout d'abord que... je n'ai pas le souvenir, mais... Il y a un début à tout, on ne vous a pas eu en deuxième année, malheureusement. Donc moi je pense que la génération Y c'est quelque chose d'un peu réducteur et qu'on ne doit pas forcément se concentrer sur un panel d'âge de 15 à 30 ans pour dire qu'on est de la génération Y. Enfin, voilà, moi j'ai plein de personnes autour de moi qui ne font pas partie de ce panel, on l'a dit au début de la table ronde. Et sur la consommation des médias digitaux, donc, toi tu utilises Twitter, YouTube, Facebook, tu passes beaucoup de temps. Je crois me rappeler que beaucoup d'étudiants passaient beaucoup de temps sur Facebook pendant mes cours. C'était un des apprentissages de l'année dernière, tout à fait. Et on essaye, oui, on nous apprend à utiliser un maximum de plateformes et de devices parce que, encore une fois, c'est un apprentissage pour notre avenir professionnel plus que de l'utilité. Dans ce qu'ils ont dit, il y a des choses sur lesquelles tu n'étais pas du tout d'accord? Oui et non, c'est toujours pareil pour ce qui est de la vision de la publicité sur Internet et à la télévision. Après, chacun son truc, mais moi je trouve personnellement que les publicités en général sur Internet sont très bien faites, qu'il y a des mecs derrière qui bossent des jours et des nuits pour faire des bonnes publicités. Et si jamais on n'arrive pas à concevoir vraiment ce que peut être une bonne publicité, il faut se tourner vers d'autres très mauvaises publicités dont je ne vais pas donner d'exemple. Peut-être parce que tu connais les coulisses, tu es peut-être un peu plus patient que d'autres. Dans ce cas, je vais donner un exemple. Mais Cuisinella récemment a fait une très mauvaise publicité selon moi. Je ne sais pas si c'est confirmé ou non sur les pubs Cuisinella. Un bad buzz. Hein. Un bad buzz. Je vais pas le raconter, mais en gros, ce sont des gens qui se retrouvent dans des cercueils, qui arrivent dans des cuisines Cuisinella et à la fin duquel il y a un slogan qui dit n'attendez pas pour acheter une cuisine Cuisinella. Et donc les mecs se réveillent, mais où je suis, enfin bref. Vous trouvez ça drôle? Très bien. Oui, c'est drôle pour nous, dommage pour Cuisinella malheureusement. Bon, apparemment, bad buzz, on verra s'il y a un impact sur les ventes de cuisine. On va prendre une autre question dans la salle. Ah, jeune homme qui lève la main. Du coup, je n'ose plus vous demander votre année de naissance, moi. 27 ans. Je voudrais poser deux questions en fait. Une question aux jeunes qui ont été très bien choisis selon moi, et puis une autre question aux gens qui créent des jeux vidéo là-bas, qui sont de chez Ubisoft, que j'adore. Alors, parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien. Là, vous m'entendez mieux? Salut. Alors, je suis Raphaël Kenze de Raise Up Film. En fait, moi, je suis un créateur de contenu. Et en fait, je me demande, vu que la génération Y est passée un peu de la télévision à Internet, si vous êtes aujourd'hui frustré de ce qu'il y a comme contenu ou si vous en êtes satisfait d'une manière générale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frustration générale. Donc, c'est une question qui s'adresse à qui en particulier? Là, pour l'instant, c'est sur les jeunes. Vous êtes jeune aussi. Est-ce qu'il y a en fait, en gros, est-ce qu'il faut un contenu vraiment adapté à votre génération? C'est la question. Est-ce que vous êtes satisfait? Enfin, vous avez opéré ce passage de la télévision à Internet. Est-ce que finalement le contenu que vous trouvez sur Internet est satisfaisant, ou est-ce que vous trouvez que ça doit encore évoluer, que c'est pas encore, ça répond pas encore à vos attentes, quoi? De toute façon, ce contenu, c'est le seul qu'on a connu, nous, puisque on peut pas en imaginer un autre, puisque c'est tout ce qu'on voit pour l'instant. Mais
Moi, pour l'instant, tout ce que je veux trouver, je le trouve. Donc, puis ensuite, même s'il y a quelques défauts comme certaines publicités ou des choses comme ça, moi, je m'en servirai toujours, même. Donc ensuite, je sais pas si ça répond à votre question, comme quoi je suis satisfait ou. Je trouve que tu réponds très bien, toi. Je t'adore. En tout cas, j'imagine que votre question, c'est qu'il faut faire un contenu spécifique pour cette génération et J'ai d'ailleurs l'impression proposer qu'elle vos attend services. l'évolution. Non, pas du tout, c'est pas ça que je voulais dire, même si je suis content que vous compreniez ça, mais j'ai l'impression que cette génération-là attend quand même que ça évolue. Sans et doute, qu'elle n'est un pas contenu encore qui lui est spécifique. dans la satisfaction totale. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que font très bien Orangina et J'ai un truc à Ubisoft. dire sur la question du monsieur. Oui. Du jeune homme, tu peux dire jeune homme, ça va. Non, monsieur, 10 ans de plus, ça compte. Bon, du jeune homme alors. Je pense que c'est pas parce qu'on est plus jeune, qu'on évolue nous, qu'on est jeune qu'on attend plus, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que on avance dans le temps qu'on est obligé toujours d'évoluer plus vite et plus. Enfin, je sais pas si. Ouais, mais toi, t'aimes pas trop la pub, enfin, t'aimes pas grand-chose, et donc du coup, c'est rassurant de t'entendre dire ça, mais. On dirait une conversation sur un wall Facebook. Mais on se parlera après. On va prendre une dernière question peut-être. J'avais une deuxième question juste pour les gens d'Ubisoft. Oui, mais je suis désolé, mais leur tourne est déjà 17h03. Très rapidement. Juste l'interactivité. Vous avez parlé tout à l'heure de petites applications. Je voulais savoir comment vous comptiez faire développer cette interactivité sur Internet, vu que vous en avez la capacité, et que c'est très dommage qu'on ne soit pas encore allé plus loin. Si vous aviez des projets par rapport à ça. Je suis pas sûre de comprendre la question. Vous parlez de petites applications comme si c'était un peu faible. Et vous êtes des créateurs de jeux vidéo. Donc, est-ce qu'il y a moyen, aujourd'hui, vous avez prévu des choses pour faire développer cette interactivité sur Internet ? Nous, c'est pousser au maximum ce qu'on fait déjà aujourd'hui en termes d'interactivité, de prise en compte. C'est vrai qu'on ne s'est pas focalisé aujourd'hui, peut-être parce qu'on était sur la tranche un petit peu basse des générations Y, sur le niveau d'échange et le niveau de prise en compte des attentes de cette génération. Mais nous, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport au catalogue des jeux Ubisoft, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait un catalogue qui était majoritairement des catalogues de jeux boîtes. Aujourd'hui, on est dans des jeux digitaux avec une durée de vie plus longue, où j'ai envie de dire le travail d'animation communautaire, de prise en compte des souhaits des fans se fait sur la durée. On est vraiment sur un exercice en fil rouge et on n'est plus seulement en pré-lancement de jeu où on va faire en sorte de créer un produit susceptible de plaire au plus grand nombre. On va accompagner la durée de vie des joueurs sur un terme qui est beaucoup plus long. Donc en effet, on cherche vraiment à pousser ça. Je pense par exemple à des sorties récentes de Splinter Cell, d'Assassin's Creed, de Far Cry notamment, où sur cette fin d'année, on s'est rendu compte à la sortie que certaines fonctionnalités du jeu ne convenaient pas. On a récupéré ces informations, on les a récupérées sur Facebook, on les a récupérées sur nos forums, et on est allé vers les studios de développement en disant il faut créer des correctifs parce qu'on ne convient pas au niveau d'exigence de nos joueurs. Donc aujourd'hui, oui, c'est clair, on a une ambition. On n'a pas du tout la prétention d'avoir la science infuse, d'avoir trouvé des solutions. On est sur un exercice qui est extrêmement empirique. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on apprend en testant tout un tas de nouveaux formats et on accompagne l'évolution de l'usage sur les nouveaux écrans. En tout cas, il est pas si j'ai répondu à la question. 17h06, on va peut-être se tourner vers vous pour un petit mot de conclusion. Irène, aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on devrait retenir de ton attente en matière de publicité ? Il faut que la pub soit originale, en fait, tout simplement, pour te plaire. Il faut surtout qu'elle soit marrante et qu'elle soit intelligente aussi, parce que c'est ce qu'on retient. Enfin, non, aussi, c'est vrai qu'on retient beaucoup les slogans débiles, mais c'est pas pour intelligente ça et débile. Non, je laisse les créatifs plancher sur ce format. Laura, un mot de conclusion également pour attirer ton attention. Quel écran, quel format, quel contenu ? Sur la publicité ? Oui. Faudrait qu'elle soit, c'est vrai, comme Irène, plus marrante que... Enfin, ouais, c'est tout. Plus marrante, d'accord. Raphaël, également un mot de conclusion pour te séduire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Déjà, le contenu musical est super important. Et vous pouvez prendre, par exemple, les musiques qui sont tendance un peu en ce moment, enfin, au moment où vous diffusez les pubs, pour attirer les gens. C'est quoi, par exemple ? Je sais pas, n'importe quelle musique, mais... Donne-nous un groupe. Je
sais pas, en ce moment, il y a une musique qui vient de passer les 1 milliard de vues sur YouTube, ça s'appelle Gangnam Style. Ah, mais ça, c'est déjà fait, maintenant, il faut inventer Oui, quelque chose de oui, nouveau. bah, je sais pas, les nouveaux, on verra, vous D'accord, verrez. en tout cas, Mais c'est quelque chose qui t'a plu, le Gangnam Style. Mais Ouais. c'était pas un contenu publicitaire, hein, c'était non, un vrai non, clip mais vidéo. si vous l'aviez mis en contenu publicitaire, les musiques d'actualité qui swing un peu, ça attirerait les gens. Swing, je suis pas sûr que ce soit un terme de ta génération, ça, Oui, mais mais- bon. Hector, Gangnam alors Style c'est qu'on quoi a d'ailleurs intégré en contenu téléchargeable après le lancement de Just Dance. On a D'accord, réintégré comme parce quoi vous êtes qu'on très savait que... réactif hein, pour danser sur Gangnam Style sur les jeux d'Ubisoft. Alors Hector, qu'est-ce qui swing en publicité pour toi? Mais moi, je pense que déjà, ce qui est important pour une publicité sur YouTube, si vous voulez la diffuser, c'est que dès le départ, puisque vous avez que 3 secondes si vous voulez pas qu'on zappe, dès le départ, il faut nous prendre dans la publicité et essayer de nous. Les 3 premières secondes sont vraiment essentielles à vos yeux, sinon vous ignorez la pub. Si dès le Faut départ, pas il se se rater passe au rien, démarrage. si dès le départ il se passe rien et qu'on a envie de regarder notre vidéo, on la passera directement. Donc, si dès le départ on nous montre que ça vaut la peine d'attendre un petit peu, forcément. Oui, on vous regardera. 3 secondes essentielles et le type de contenu qui te plaît, c'est rigolo et intelligent en même temps? Moi, n'importe quoi, ça peut me plaire si c'est bien fait. Ensuite, c'est à vous de nous surprendre. Très bien. Alors Stanislas, un mot de conclusion. Ouais, Comment moi aussi, je vais surprendre cette conclure, génération? Moi, je pense que là où je retiens le point, c'est que on parle de message intrusif quand nous on parle de publicité, ou du moins lorsqu'ils entendent le mot publicité, ils entendent message intrusif effectivement sur les 3 secondes, et on trouve ça tous odieux. Hein. Et là, je pense que c'est pas que la génération Maintenant, on a le Y, choix. Z, mais il n'y a rien de plus odieux que d'attendre 3-4 secondes avant une. En général, c'est plutôt 25 même. Je pense qu'on le vit tous comme un chantage. Et c'est surtout pas ça, où justement ce modèle de la publicité, qu'il faut le changer, où il faut arriver sur non plus passer par un message intrusif, mais par la pertinence du message. Donc c'est forcément du brand content, des petits personnages sympathiques comme les bifruits, comme les lapins crétins. La possibilité est immense, mais l'idée est justement de ne pas faire cette intrusion qui est assez agressive. Donc ça sera votre mot de conclusion. Il faut faire aussi une Ce pub, sera mon évidemment. mot de la conclusion, Jean-Pierre. Merci. Anne, également un mot de conclusion. Alors qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? C'est intéressant toujours de voir en vrai les personnes auxquelles on s'adresse. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est vraiment dans un marketing de bon sens. On n'est pas du tout dans de la science ou des techniques. On est là pour apporter un contenu au moment où, en effet, il sera vécu comme... pas forcément sollicité, mais proposé avec intelligence, et dans un moment où il ne dérangera pas, où il viendra correspondre à un besoin ou à une envie de nos populations. Très bien, c'est peut-être ça le marketing de demain, marketing intelligent et divertissant. Comme disait Jacques Martin, tout le monde a gagné, je crois me rappeler qu'il disait ça. Merci en tout cas d'avoir assisté à cette plénière de clôture du Salon e-Marketing Paris 2013. C'est terminé pour aujourd'hui, pour les conférences. Vous pourrez, je crois, en retrouver quelques-unes sur Internet. Et je vous souhaite une bonne fin de salon. Au revoir à tous.